chaque État doit avoir de telles garanties pour son système de sécurité, y compris l'Ukraine. Mais cela n'a absolument rien à voir avec un quelconque échange, y compris l'échange de territoire. De manière générale, nous ne nous battons pas pour la terre, mais pour les droits de l'homme et les droits de ceux qui vivent sur ces terres. Le droit de parler leur langue, de vivre selon leur culture et leurs traditions transmises par leurs ancêtres. C'est bien de cela qu'il s'agit. Si les gens participent aux élections, aux mécanismes démocratiques, au référendum, et expriment leur volonté de rejoindre la Fédération de Russie, il faut respecter ce choix. Voilà ce qu'est la véritable démocratie. Certains l'oublient. Et pourtant, cela se fait en conformité avec le droit international. Je rappelle que les premiers articles de la Charte des Nations Unies garantissent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous ne troquons pas la sécurité contre des territoires. Sécurité contre des territoires. Ce sont des questions proches, mais cela ne se fait pas directement. Lors des discussions à Vancouver, une telle position n'a jamais été faite. Concernant une rencontre avec M. Zelensky, j'ai déjà parlé de ce sujet. Je n'ai pas exclu la possibilité d'une telle rencontre, mais il faut qu'elle ait un objectif, un sens. Voyons les choses du point de vue de la constitution ukrainienne. On peut être d'accord ou pas, mais il faut lire le texte attentivement. Il n'existe aucun mécanisme pour prolonger les pouvoirs du président ukrainien. La durée est de 5 ans. Ces 5 années sont terminées, donc les pouvoirs du président prennent fin. Il existe un article précisant qu'en cas de guerre, les élections ne se tiennent pas. Oui, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que les pouvoirs du président sont prolongés. Ça signifie qu'ils expirent et qu'ils passent au président du Parlement. Voilà ce qui devrait être fait. S'ils veulent être légitimes et participer au processus de règlement, ils doivent organiser un référendum, pas des élections. Selon la constitution ukrainienne, toute question territoriale peut être réglée par référendum. Mais un référendum n'est pas possible en temps de guerre, c'est écrit dans la constitution. Pour qu'un référendum ait lieu, il faut d'abord mettre fin à l'état de guerre. Et cela implique ensuite d'organiser des élections. C'est un cercle fermé. Il n'y a pas moyen d'obtenir une décision de la Cour constitutionnelle. Et quand les autorités ont voulu demander une interprétation, la garde a empêché le président de la Cour constitutionnelle d'accéder à son bureau. Voilà comment ils ont agi. Donc, ce processus est bloqué. Malgré tout, je n'ai jamais refusé l'idée d'une rencontre si elle est préparée et peut donner des résultats positifs. D'ailleurs, Trump m'a récemment demandé si une telle rencontre était possible. J'ai répondu « Oui, pourquoi pas ?» Si Zelensky est prêt, qu'il vienne à Moscou. Pensez-vous que le monde multipolaire dont vous avez parlé, notamment à Munich en 2007, existe déjà? La Russie, l'Inde et la Chine en sont-elles les centres? Et puis, depuis quelques heures, le chancelier allemand Merz vous a qualifié de criminel de guerre. Que répondez-vous à cela? Si l'on regarde les choses globalement, oui, le monde multipolaire s'est formé, mais je ne peux pas dire qu'il existe des pôles clairement définis. Car dans un monde multipolaire, il ne peut y avoir une hégémonie d'un seul acteur. C'est pas ainsi que la question se pose, ni dans le cadre des BRICS, ni dans celui de l'OCS. Tous doivent avoir des droits égaux. Selon le droit international, tous doivent être en situation d'égalité. Bien sûr, il y a de grandes puissances économiques comme l'Inde ou la Chine. Notre pays aussi est la 4e économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont ceux d'organisations internationales. Mais cela ne signifie pas qu'il doit y avoir une domination politique ou militaire. Quant aux propos que vous avez évoqués, Peskov m'en a parlé il y a quelques minutes, que puis-je dire ? Je considère que c'est une tentative ratée de se défausser de la responsabilité de la tragédie qui se déroule aujourd'hui en Ukraine. Depuis 2014, souvenez-vous, 3 ministres des Affaires étrangères, pouvoir en place et l'opposition. Cet accord devait régler les questions politiques via la Cour constitutionnelle. Mais dès le lendemain, il y a eu un coup d'État sanglant. Aucun de ces pays garants n'a rétabli la légalité. C'est là que la crise a commencé. Puis, immédiatement, les événements de Crimée et tout de suite après, le régime de Kiev a lancé des opérations militaires avec aviation et blindés contre les Ukrainiens qui refusaient le coup d'État. Toutes nos tentatives de règlement pacifique ont été rejetées. Ainsi, c'est eux qui ont fait sauter l'accord. Qui en est responsable?
ceux qui ont ignoré les intérêts sécuritaires. Et qu'ils sachent, jamais la Russie ne restera indifférente à ce qui se passe autour d'elle. Jamais. En Europe, on entend des appels à confisquer les avoirs russes et à les transférer à l'Ukraine. Certains considèrent que c'est extrêmement dangereux, d'autres soutiennent l'idée. Qu'en pensez-vous? Et une autre question concernant l'opération militaire spéciale, y a-t-il une chance qu'elle se termine bientôt? Je commence par la deuxième, car elle est essentielle. En 2022, nous avions proposé aux autorités ukrainiennes de respecter le choix des habitants de l'Est du pays et de retirer leurs troupes. La crise aurait pu être réglée immédiatement. Ils n'avaient pas totalement rejeté, mais encouragés par l'Occident, ils ont choisi la guerre. Ils ont dit clairement, soit nous gagnons, soit vous perdez. Mais si la rationalité prévaut, alors oui, une issue pacifique est possible. Nous voyons d'ailleurs des signaux positifs de la part de l'administration américaine actuelle. Cela peut être une lumière au bout du tunnel. Sinon, nous réglerons la question par la force. Quant aux avoirs russes, rien de nouveau. Certains veulent les prendre. Mais ceux qui comprennent un minimum en finance savent que ce serait une catastrophe pour le système économique mondial. Cela détruirait tous les principes du commerce international et frapperait durement l'économie globale. De plus, cela accélérerait la fragmentation économique régionale et l'effondrement du système mondial. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle sur le front? Y a-t-il de nouvelles données militaires? Toutes les unités des forces armées russes avancent dans toutes les directions, à des rythmes différents, mais elles progressent. L'ennemi tente de combler les brèches, de déplacer ses unités les plus entraînées d'un secteur à l'autre. Par exemple, récemment, selon les informations à vérifier, car nous sommes actuellement à Pékin, la 95e brigade a quitté Sumy pour être redéployée ailleurs. Ce type de rotation se produit tout le long de la ligne de front. Ce sont de vastes opérations.